Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Diaspora appelle à mobilisation, le sport africain en 2015, réfugiés, le parcours et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Diaspora appelle à mobilisation. Résistantes, résistants, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, panafricains, rappelez-vous que le président Gbagbo, le ministre Ablé Goudé sont toujours détenus à La Haye. Le procès tant attendu, le procès de tous les espoirs va s'ouvrir ce 28 janvier 2016. Vous êtes tous conviés à venir soutenir massivement nos deux champions. Soyez convaincus qu'à la fin de ce procès, nous retournerons au pays avec le président Gbagbo et le ministre Ablé Goudé. Je vous remercie, on vous attend à La Haye. Sport, l'année 2015 en Afrique. L'Afrique a connu des fortunes diverses dans le monde du football en 2015, du triomphe de l'équipe nigériane des moins de 17 ans à la Coupe du Monde, à l'élévation du chef du foot africain Issa Hayatou à la plus haute fonction de la direction du football mondial. Le continent a connu des progrès mais aussi des échecs. L'Afrique a connu des fortunes diverses en 2015. Le continent célèbre de nombreuses victoires, mais souhaite aussi oublier rapidement certains autres moments moins glorieux. Ce fut une bonne année pour les jeunes Africains, quand le Mali et le Sénégal ont terminé 3e et 4e respectivement au championnat U20 de la FIFA en Nouvelle-Zélande. Les moins de 17 ans de la FIFA ont été une affaire africaine au Chili, quand le Nigeria a battu le Mali par 2-0. Le U23 nigérian a répété cette prouesse à la Coupe des Nations des moins de 23 ans et sa qualification aux Jeux Olympiques. C'était très difficile. Nous avons eu beaucoup de blessés, mais nous avions besoin de jouer dans nos positions et tout ça. Mais enfin, bref, on a eu de la chance. L'équipe sénégalaise a très bien joué. L'équipe de Côte d'Ivoire a connu aussi des succès notables, remportant la Coupe des Nations africaines de 2015, après sa victoire contre le Ghana, 9-8 au tir au but. La fragile nation était unie dans des célébrations qui ont duré plusieurs jours. Mais il y a eu des moments plus difficiles pour le football africain en 2015. Les allégations concernant les droits d'accueil de la Coupe du Monde 2010 ont menacé de faire taire les jubilations et les vuvuzela ne se faisaient pas entendre dans les instances dirigeantes de la FIFA. Sepp Blatter a été poussé à démissionner dans un contexte de scandale de corruption après une enquête des États-Unis et de la Suisse. Il a été suspendu par le comité éthique de la FIFA pour une durée de 8 ans. Je suis suspendu pour 8 ans. Suspendu pour 8 ans. Mais je vais me battre. Me battre pour moi et me battre pour la FIFA. Suspendu 8 ans. Pourquoi ? Les turbulences de Zurich ont été une bénédiction pour le président africain Issa Hayatou, qui a pris la direction de la FIFA. Une première pour un Africain. Mais la lune de miel n'a pas vécu. Et comme Blatter, Hayatou a été immédiatement confronté, lui aussi, à des allégations de corruption. Je n'ai pas été impliqué dans aucun scandale, à ce que je sache. Et si vous avez des preuves que j'ai été impliqué quelque part, dites-le moi, je suis prêt à recevoir et éventuellement même à corriger mon comportement. Mais à l'heure actuelle, pour moi, la FIFA n'est pas corrompue. Il y a eu des individus au sein de la FIFA qui ont eu un comportement négatif. Donc il ne faut pas généraliser la situation. Il y a bien des gens qui sont restés plus de 30 ans, 20 ans, 25 ans, 10 ans, mais qui n'ont pas été du tout touchés par les scandales que nous sommes en train de traverser en ce moment. Le fait que Sepp Blatter ne se représentera pas à la prochaine élection attire des candidats africains comme Tokyo Sekwale d'Afrique du Sud ou encore Moussa Bility du Libéria. Reste à savoir s'ils réussiront dans leur quête de transformer la FIFA et de restaurer son image. Politique du sport mise à part, 2015 a été une année brillante pour l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le joueur a terminé la première moitié de la Bundesliga comme super buteur avec 18 buts de ligue et 27 buts en tout en 26 apparitions dans toutes les compétitions pour le Borussia de Dortmund.
Il pourrait être le joueur africain de l'année 2015 quand les prix seront décernés en janvier. Tout de suite, réfugiés, le parcours. Comment l'argent règne-t-il sur les flux de réfugiés en Europe? Voici 5 étapes simples qui montrent comment les flux de réfugiés en Europe peuvent être dirigés de manière ciblée. Premièrement, on finance une guerre. Le bailleur de fonds choisit comme pays cible un pays en plein développement géostratégiquement important et il soulève une guerre civile. On fait la guerre de manière cachée. On approvisionne différents groupes radicaux prêts à la violence avec les armes les plus modernes et dans des camps spéciaux, des conseillers militaires leur donnent une formation pour une intervention sanglante dans le pays cible. Des milliards de dollars sont mis à disposition pour le recrutement et l'armement de groupes radicaux. On fait passer illégalement des terroristes et aussi des fusils et d'autres pièces d'artillerie lourde dans le pays cible et on continue à les soutenir avec des livraisons d'armes et de l'argent. Dans les pays voisins, on offre la liberté aux détenus extrémistes, s'ils s'engagent en contrepartie à combattre le gouvernement du pays cible. Deuxièmement, on sanctionne le pays cible. À l'étranger, on gèle ses valeurs actives. On interdit les importations. On doit enlever à ce pays toute source de revenus. On interdit également des exportations de carburant, de pétrole, de techniques et d'équipements pour paralyser son économie et faire tomber son gouvernement. Toutes transactions financières sont empêchées pour lui retirer ses recettes avec lesquelles il pourrait acheter les biens dont il aurait besoin pour sa population et son économie. Même les virements de ces travailleurs immigrés à leurs familles ne sont plus possibles. L'embargo vise la population civile. Il attise les combats sanglants dans le pays et force des millions de personnes à s'enfuir. Parmi eux, des ouvriers qualifiés, des enseignants, des médecins, des ingénieurs. Troisièmement, on retire les moyens financiers aux camps de réfugiés qui se trouvent directement à côté du pays en crise. On recueille les réfugiés par millions dans d'immenses centres d'accueil dans les pays limitrophes et on s'occupe d'eux. Une petite partie d'entre eux a le droit de travailler pendant la journée. Les centres d'accueil sont financés par le gouvernement et des programmes alimentaires mondiaux. Maintenant, les bailleurs de fonds des programmes alimentaires mondiaux ne remplissent plus leurs engagements et stoppent leur aide alimentaire pour cause de manque de moyens. On diminue les rations alimentaires. On ne livre plus de colis d'aide à des centaines de milliers d'enfants. Pour cause de manque de moyens, on arrête systématiquement de financer d'autres centres d'accueil et l'aide financière de la communauté internationale cesse. En conséquence de la situation de l'approvisionnement qui empire dans les pays limitrophes du pays en crise, il y a un flux plus intense en direction de l'Europe, parce que beaucoup de réfugiés espèrent recevoir là-bas un meilleur soutien. Quatrièmement, on retire un immense profit du trafic de migrants en Europe. Des personnes criminelles entassent les réfugiés sur des barques délabrées et les envoient au voyage par mer, qui est souvent mortel. Les rabatteurs sont organisés par des cercles de proxénètes mafieux et sont tolérés par la police. Le commerce des réfugiés devient une industrie organisée avec un chiffre d'affaires de milliards d'euros chaque année. Des propriétaires de bateaux et des capitaines, des passeurs et des agents d'affaires encaissent des centaines et jusqu'à des milliers d'euros par réfugié. Ils procurent des nouveaux passeports, ils donnent des itinéraires de fuite, mais ils fournissent aussi des drogues et des femmes pour la prostitution. Personne ne sait qui sont les organisateurs du voyage, ceux qui empochent des sommes jusqu'à 6 chiffres par course. Des organisations mettent en place un système de financement pour les réfugiés qui ne peuvent pas payer. On paye les passeurs et des parties considérables des frais du trafic des migrants. Cinquièmement, on promet aux réfugiés de l'argent en Europe.
Des organisations des droits de l'homme, des partis politiques et des médias feraient le chemin aux réfugiés en revendiquant de nouvelles lois et en promettant aux réfugiés un accueil sans condition en Europe. À ce point, on profite d'une faiblesse humaine. La plupart des réfugiés seront incités à aller là où la culture de bienvenue serait la plus accueillante et où la possibilité d'avoir de l'argent attire le plus. Et voilà, les bailleurs de fonds conduisent les flux de réfugiés de manière ciblée en Europe. L'Europe devrait être déstabilisée et embourbée dans plus en plus de problèmes sociaux, économiques, politiques, mais aussi religieux. Le but stratégique en est l'épuisement total. Et par là, le consentement à adhérer à ce nouvel ordre mondial, des mondialistes qui sont derrière tout ça. Et justement, sans ce chaos soigneusement orchestré, les États nationaux d'Europe n'auraient jamais été disposés à cela. Mais alors, qui règne sur l'argent ? Et pour finir, actualité en France. Aujourd'hui, donc, nous n'avons plus de système de paiement indépendant. Demain, Visa États-Unis appuie sur le bouton, on dit on bloque toutes les cartes françaises, plus rien ne fonctionne. Vous devez le savoir, ça. Donc vous voyez qu'il y a des épées de Damoclès qui sont mises au-dessus de la tête du gouvernement français pour qu'il se comporte comme il le faut. L'agresseur des militaires devant la mosquée de Valence mis en examen. Malgré des circonstances et des déclarations évidentes, le terme de terrorisme n'a pas été prononcé. Alain Juppé lance sa course à la primaire pour la présidentielle. Le plus modéré des Républicains entame un virage à droite stratégique. Escalade de tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après l'exécution d'un haut dignitaire religieux chiite par Riyad. La rupture des relations diplomatiques souhaitée par les Saoudiens complique la sortie de crise. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de commencer cette édition, laissez-moi vous présenter les meilleurs vœux de l'ensemble de l'équipe de TV Liberté pour cette nouvelle année. Puisse-t-elle vous apporter santé, joie et bonheur. Et justement, 2016, où le retour de la théorie du déséquilibré dès le premier jour de l'année, un homme s'en est pris à des militaires sur le parking de la Grande Mosquée de Valence, dans la Drôme. Il est mort. Il est mort, c'est bon. Il n'est plus, c'est bon. Ouais, il a reçu une balle, le vieux. Le vieux, il a reçu une balle. Aïe. Il a reçu une balle. Attends. Il y a un blessé. Arrêté par les balles des soldats, l'homme blessé a été mis en examen et écroué. Des perquisitions menées à son domicile permettent aux enquêteurs d'annoncer que l'homme agissait seul, sans lien avec un groupe terroriste. Il a été considéré que les éléments n'étaient pas suffisants pour rattacher à un éventuel réseau terroriste, parce que c'est manifestement quelqu'un qui agit en solitaire et sans lien particulier avec une mouvance de cet ordre-là. Au moment où il a été amené à percuter les militaires, notamment lors du deuxième ou la troisième tentative d'assaut, il aurait proféré un certain nombre de propos, notamment indiquant Allah est grand, qui montre bien qu'il y a tout de même un lien peut-être avec une certaine religiosité. C'est quelqu'un qui n'était pas connu des services judiciaires, pas d'antécédents pénaux. A priori, il était inconnu également des services du renseignement. C'est notamment quelqu'un qui ne s'était pas signalisé ou signalé pour des appartenances à des groupes radicaux religieux. Il est d'origine tunisienne mais de nationalité française, domicilié dans le Rhône, précisément à Bron. Si l'ordinateur de l'individu regorgeait d'images de propagande de l'État islamique, le procureur Alex Perrin déclare qu'il y a des interrogations sur sa santé mentale, précisant également qu'il s'agit d'un musulman pratiquant, mais pas radical. Qu'est-ce que ça serait ? De son côté, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, voit en l'agresseur un individu déséquilibré. Près d'un an après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, la peur de l'amalgame hante toujours médias et politiques. François Hollande déclarait pourtant à l'occasion de ses vœux que
que la France n'en avait pas terminé avec le terrorisme, une promesse qui ne sera pas tenue tant que les dirigeants ne seront pas capables de nommer l'ennemi. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.